Je me présente, je m'appelle Jérôme Agimet, je suis actuellement chargé de recherche à l'Institut Chimie de la matière condensée de Bordeaux, qui est un laboratoire de chimie de la région bordelaise. Donc chercheur pendant quelques mois encore, et dans quelques mois, je serai PDG de la société qu'on est en train de créer avec quelques collaborateurs, société qui tourne autour de la production de couleurs. Et de ma présence aujourd'hui, parce que voilà, ces couleurs ont été initiée, finalement, c'est notre histoire, a été initiée en 2011 dans le cadre d'une collaboration que j'ai eue avec une artiste plasticienne photographe des Beaux-Arts de Bordeaux qui s'appelle Marie Minot. Et la collaboration avec Marie ben voilà, a initié cette création d'entreprise en passant par des biais totalement détournés, mais c'est là où l'histoire est rigolote, justement, et montrer comment cette collaboration entre une artiste et un scientifique ben, peut amener à ouvrir plein de perspectives. Voilà pour brosser un peu le pitch de cette présentation. Je ne sais pas, vous voyez bien mon écran? Oui, parfaitement, oui. Ouais. C'est très... Voilà, ben, c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, mais là, du coup, je l'illustre. On a prononcé quelques mots-clés un peu tout à l'heure, qui étaient nanoparticules, qui étaient métaux précieux. Ben voilà, c'est ce que je vous présente ici dans ces tubes, là, dans ces petits flacons. Vous avez de l'eau, du savon, de l'or et de l'argent. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, si on arrive en fait à contrôler la taille et la forme des petites pépites d'or ou petites pépites d'argent qu'on va mettre dans ces tubes-là, dans ces flacons-là, eh ben, on est capable de contrôler leur couleur. C'est un petit peu ce que vous avez à l'arrière-plan de cette photo. Là, vous avez des triangles, vous avez des billes, vous avez tout un tas de formes, de tailles, une zoologie de particules, de nanoparticules, de nanopépites d'or et d'argent qui se trouvent dans ces flacons et qui produisent tous ces effets de couleur. Et finalement, on est parti de là. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est excessivement ancien, puisque les Romains, les Mayas, les Celtes, à l'époque, utilisaient déjà la présence de ces nanoparticules d'or et d'argent pour colorer leur céramique, pour colorer leurs verres, leurs vases, leurs bijoux, leur poterie. C'est quelque chose que le verrier de l'époque maîtrisait excessivement bien. On en a récupéré à des fins scientifiques cette étude-là de nos jours. Ça, ici, c'est le vase de Lycurgue que vous voyez, qui est exposé au British Museum. Ce vase-là, en fait, ce changement de couleur et les couleurs de ce vase, du verre qui constitue ce vase, en fait, est lié à la présence de nanoparticules à l'intérieur. Alors, à l'époque, les anciens ne voyaient pas, ne comprenaient pas, mais maîtrisaient excessivement bien cette coloration des verres par les nanoparticules métalliques. Et c'est quelque chose qui nous a pris plusieurs années pour en arriver à l'équivalence de cette maîtrise du verrier. Et comme on disait tout à l'heure, ben finalement, on l'a maîtrisé quand on l'a vu, cette chose-là, ces petites choses-là. Et on les a utilisées quand on les a mieux comprises. Là, c'est un premier exemple d'utilisation de nanoparticules d'or. C'est quelque chose qu'on appelle le chrysotype, qui est un petit peu l'ancêtre de la photographie. Il y a la photographie argentique, que tout le monde connaît, où on va utiliser des sels d'argent pour produire du contraste. Et ben, il y a aussi le chrysotype, qui utilisaient des nanoparticules d'or. Alors, on trempait les photos et les tissus, les papiers dans pas mal de bains chimiques successifs. Et en fait, on arrivait à produire des nanoparticules d'or. Et c'était ces nanoparticules-là qui donnaient le contraste à l'image avec une teinte un peu rougeoyante ici, qui est caractéristique de billes de nanoparticules d'or, de nanoparticules d'or sous forme de petites billes. Et quand on regarde un petit peu plus près avec nos outils de microscopie actuels, ces petites choses contrastées que vous avez sur cette image-là, chaque tache blanche ici, c'est une petite particule d'or qui va venir colorer et contraster tout l'ensemble de la photo. Quand on regarde ça d'un petit peu plus près, ben voilà les choses qu'on a. Ça, c'est notre quotidien à nous de microscopistes électroniques. Quand on va regarder les matériaux qu'on fabrique, alors à des buts divers et variés, on met tout un tas de petites particules à l'intérieur et notre but en tant que microscopiste, c'est d'aller observer la matière, d'aller imager la matière et d'essayer d'en déduire des choses. J'ai bien essayé d'en déduire des choses et on reviendra sur ce point-là tout à l'heure, mais voilà typiquement les photos, les images qu'on peut enregistrer avec notre microscope de ces petites nanoparticules que je vous présentais tout à l'heure. Avec ici 4 clichés que j'aime bien présenter parce qu'en fait, à chaque fois, je demande sur laquelle de ces photos vous semble la plus jolie finalement? Laquelle de ces photos vous semble la plus réussie? Et dans 90% des cas, à chaque fois, on me cite cette image, l'image numéro 1, parce qu'elle est plus contrastée, parce qu'on distingue mieux les choses, on voit mieux les symétries.
Et finalement, ces 4 images sont totalement identiques. Ce sont 4 images de la même petite particule qui va provoquer les mêmes effets de couleur que j'évoquais tout à l'heure. C'est exactement la même chose, en fait. Mais l'œil va systématiquement se placer là-dessus, plutôt sur cette image-là. On a cherché à comprendre pourquoi, même si les causes en sont assez simples, mais on a cherché à pousser cette interprétation-là, cette sélection d'images qui fait que le microscopiste va choisir plutôt celle-ci ou plutôt celle-là et qui finalement va peut-être en déduire certains, enfin en tout cas il y a certains biais qui peuvent en découler, certains biais d'interprétation. Et c'est typiquement là où on est allé chercher l'appui de l'artiste justement pour nous aider à apporter un autre regard sur ces images-là et les détourner de les vider un peu leur sens scientifique, mais nous permettre d'aller voir un petit peu plus loin que cette image-là. Alors, je me suis amusé à mettre ça parce que ça me plaît beaucoup. On a de tout temps en fait cherché à définir ce qu'était le beau. Il y en a qui ont posé des formules mathématiques sur le beau, qui mêlent à la fois symétrie, qui mêlent ordre, comme j'illustrais tout à l'heure sur les photos, qui mêlent un effort de perception de l'objet. Et finalement, il y a une mesure esthétique, il y a le beau qui va en ressortir de tout ça. Ça, c'est une façon plutôt mathématique de définir le beau. On a essayé d'adapter ces choses-là, cette théorie-là, à la perception d'images de microscopie. Ça donne des choses assez rigolotes. Il y a d'autres définitions qu'on préfère, nous, qui présentent la beauté comme finalement la chose qui nous donnera le plus d'idées dans le minimum de temps possible. Ça, c'est comme ça qu'on pouvait aussi définir le beau. Et puis, alors, il y a une autre définition de l'art liée à ce beau, qui est assez sympathique, qui nous dit que l'art, c'est la façon belle de faire les choses, la science, c'est la façon efficace de faire les choses, et puis finalement, il y a le business au milieu qui est la façon économique de faire les choses. C'est pas mal ça aussi comme définition. On a essayé de mélanger tout ça, et surtout, on a essayé de comprendre ce qui nous poussait, ce qui nous guidait dans l'interprétation de nos images, nous, en tant que scientifiques. Et on s'est amusé à réaliser quelques petites expériences. Ici, c'est une expérience de suivi des yeux, de suivi du regard. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette technique-là, mais on place une petite caméra sur l'ordinateur qui va s'amuser à suivre notre regard quand on va examiner une photo. Ici, c'est une photo de microscopie électronique. En rouge, vous avez la position de vos yeux qui va balayer l'image en long, en large et en travers. Et voilà en temps réel ce que ça peut donner quand on regarde une image en fait, de microscopie. Voilà ce que ça donne. Vous avez en zone colorée ici les zones sur lesquelles le regard se pose un petit peu plus longtemps, sur les zones de l'image sur lesquelles le regard se pose un petit peu plus longtemps. Et on a mené cette expérience-là pour essayer de comprendre comment nous, scientifiques, on percevait des images de microscopie. Alors, je laisse la vidéo aller jusqu'au bout. Voilà un petit peu le parcours des yeux sur cette image-là, avec des contrastes assez particuliers, des symétries, des angles, enfin des choses assez sympathiques. Quand on traite un peu l'image et quand on ne conserve que les zones qui ont été effectivement perçues par l'œil et par le cerveau, voilà ce que ça donne. Voilà l'image à droite qui a été perçue par notre œil. On est passé outre complètement plein de détails. Et malheureusement, le détail que moi je cherchais à illustrer sur cette photo-là, c'était précisément un détail qui a disparu. C'était cette petite zone-là que nous, on voulait regarder sur les plus petits objets, ces petites zones un peu obliques comme ça, sur les plus petits objets. Ben voilà, on est complètement passé à côté de cette zone-là, sur la perception première de cette image-là. Ça, j'ai fait réaliser l'expérience par ma collègue pour qui j'ai fait des images. Donc, elle a interprété l'image, elle en a retiré une information qui n'était pas forcément celle que j'avais envie de lui transmettre. Et du coup, on a repris cette expérience-là et on l'a fait faire à divers types de personnes. Alors, sur une autre photo, mais le but était le même. On a fait regarder ces images-là à un spécialiste du matériau et de la microscopie, à un spécialiste du matériau, pour finalement aller vers un public absolument novice à la fois en sciences et en microscopie. Et la perception des images, comme vous pouvez le voir à l'écran, elle est totalement différente. C'est assez sympathique parce qu'en bas à droite, ici, c'est la personne qui est novice en microscopie et en sciences, qui a regardé cette image-là. Et quand on regarde la vidéo, on s'aperçoit que finalement, le regard va commencer en haut à gauche, va descendre progressivement vers le bas à droite de l'image, et puis va s'attarder sur des points de contraste élevés de cette image-là. Donc finalement, un parcours assez classique, on va dire. Ce qu'on cherchait pour la petite histoire à regarder, nous, c'était ces zones-là qui sont un peu dentelées sur ces objets. C'est des choses que le premier observateur a bien regardé. Il s'est précisément focalisé là-dessus. C'est normal, c'est la personne qui avait demandé à faire les images, donc elle savait précisément le détail qu'elle allait chercher dans l'image.
Et progressivement, voilà, ce genre de détail disparaît dans l'observation des autres scientifiques ou non scientifiques. Mais c'est quelque chose qui nous a paru intéressant et qui a un peu guidé finalement, qui a un peu motivé notre envie de travailler avec des gens qui nous permettraient d'aller au-delà de l'image, d'aller au-delà du sens premier que nous, on retire de l'image, qui est purement un sens scientifique, un but scientifique. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme tu le disais, Ilika, en 2011, j'ai collaboré avec une artiste, une plasticienne, photographe des Beaux-Arts de Bordeaux, Marie Minot. Et l'idée, c'était d'aller photographier les objets qui étaient contenus dans ces petites solutions-là, diverses formes, diverses tailles de particules, et puis de tirer autre chose que le côté scientifique de l'image. Donc ça a donné tout un tas d'expériences partagées autour du microscope. Voilà. Donc le microscope, il est caché sur l'image, mais il est planqué par là. C'est un truc qui fait 2 mètres de haut, qui est assez gigantesque et qui nous permet de faire des images de l'infiniment petit. On a retiré des images, des tonnes d'images comme celle-ci, de nos observations mutuelles et croisées avec Marie et moi-même. Et puis Marie a repris ces images-là, leur a donné de la couleur déjà, parce que le côté couleur est totalement absent quand on fait la microscopie électronique, en tout cas en transmission comme ça, donc on n'a pas de couleur, on vit en noir et blanc. Marie leur a apporté de la couleur, Marie leur a apporté d'autres symétries, et nous a permis d'aller un petit peu plus loin dans la perception de ces images, et pour ces besoins-là, de cette expérience-là, et de cette exposition-là, nous a sollicité pour aller fabriquer, pour aller observer des formes d'objets assez inhabituelles. En l'occurrence, c'était des formes d'objets qu'on ne savait pas forcément bien faire à l'époque. Derrière toutes ces formes-là, il y a quand même le savoir-faire du chimiste qui arrive, en mélangeant un peu d'eau, un peu de savon et puis 2-3 poudres de perlimpinpin, arriver à faire des cubes, à faire des triangles, à faire des sphères, à faire plein de choses. Et Marie nous a sollicité, nous a posé dans nos retranchements en nous demandant de faire des objets de forme, de taille très spécifiques et qu'on ne savait pas forcément faire à l'époque. En tout cas, qu'on ne maîtrisait pas bien. Et ça, en bouclant comme ça avec ses envies de Marie, avec ses besoins, eh bien, on a développé des protocoles de chimie, on a développé des process qui nous ont permis d'avancer dans notre compréhension de ces fameux matériaux et d'arriver à produire des choses qui, à l'époque, étaient encore inaccessibles pour nous. Et de fil en aiguille, eh bien, on a utilisé ces solutions que vous voyez là, qui sont des solutions très, très jolies quand on les regarde et qui, nous, en tant que scientifiques, finalement, ont fabriqué ces solutions-là, on les observe au microscope et on les met dans des tiroirs. On les met dans des tiroirs parce qu'on a mesuré leur propriété, ça colle ou ça ne colle pas avec le cahier des charges qui nous était demandé. Dans le pire des cas, on les jette, ces solutions-là. Donc, on a quand même des poubelles dans nos laboratoires qui sont remplies d'or. Donc, on a des poubelles d'or, c'est assez sympathique de travailler dans ces conditions-là. Ou alors, ça finit dans des tiroirs. Et ça peut rester dans les tiroirs des années et des années parce que ce sont des couleurs qui sont extrêmement stables dans le temps. C'est d'ailleurs une de leurs propriétés premières. Nous, on a décidé, suite à l'expérience qu'on avait eue avec Marie, de poser un regard un peu plus, sans parler d'esthétique, mais un peu plus artisanal, un peu plus aussi esthétique, artistique, on va dire, sur les objets qu'on fabriquait. Et de ces solutions-là que vous avez dans ces tubes, on a travaillé pour arriver à les mettre dans des résines époxydes. Donc, on est arrivé à mettre au point des protocoles de chimie pour arriver à transposer ces nanoparticules dans des résines époxydes, produire tout un tas de résines époxydes colorées uniquement avec de l'or, de l'argent et du cuivre. Donc, on est capable de reproduire à l'heure actuelle toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec de l'or, de l'argent et du cuivre. Et puis, on s'est dit qu'on ne voulait pas s'arrêter là. On avait d'autres idées qui étaient des idées d'aller vers une bijouterie scientifique. Donc, on a utilisé ces résines un peu qu'on a appelées pompeusement des résines précieuses parce que colorées par des métaux nobles, mais par de l'or et de l'argent. On a associé ces résines à des matériaux qu'on trouve dans la région bordelaise, à savoir pas mal de liège qui vient des bouchons, pas mal de chêne qui vient des barriques de vin, du bois flotté qu'on peut récupérer sur le bassin d'Arcachon, etc., etc. Et on a associé, on a mélangé résine et ces matières-là, et puis on les a poncés, on les a polis, on les a retaillés, et puis on a produit toute une gamme de bijoux en mettant au point la première bijouterie scientifique qui est encore d'actualité. Première bijouterie scientifique qui nous a permis finalement de porter un autre regard sur les objets absolument scientifiques qu'on fait dans un premier temps. Là, on a un super joli cannelé spécifique et typique de Bordeaux. Alors, le bas du cannelé, le bleu, c'est du cuivre, le rouge en haut, c'est de l'or. Donc, on s'amuse à varier les plaisirs, varier les matériaux comme ça pour varier les effets de couleur. Tout un tas d'associations de matériaux. Là, on a du chêne avec une résine qui est colorée ici par de l'argent. On a du liège ici avec une résine qui est colorée par de l'or avec une petite feuille d'or qui rappelle un petit peu le côté or. Donc, on a
à la fois l'or nanométrique ici en rouge, qui colore la résine en rouge, et puis l'or métallique, qu'on connaît bien ici, doré. Donc, on s'est amusé à faire plein d'associations comme ça. Tout à l'heure, je disais 2011, c'était la première collaboration avec Marie Minot. 2015, on met en place, on arrive à fabriquer des résines colorées. 2017, on sort notre première ligne de bijoux scientifiques. Et puis, de fini, on est quand même retourné à la paillasse parce que finalement, c'est ce qu'on sait faire peut-être le mieux. Et on a développé toute une gamme de pigments, donc de poudres colorées, qu'on sait aujourd'hui colorer avec des nanoparticules d'or et d'argent. Ça, c'était en 2019. On a déposé un brevet là-dessus. Je peux vous montrer un petit schéma de ce que ça peut donner, mais de façon très, très abstraite. En fait, on s'amuse à prendre des paillettes, donc des paillettes de n'importe quel type de matière que ce soit des paillettes naturelles. On travaille avec des brisures de poudre de coquille d'huître, par exemple, pour donner de la couleur à ces poudres blanches. On travaille avec des paillettes d'aluminium qu'on peut retrouver dans les vernis angles, dans les peintures automobiles, enfin tout un tas de matériaux. Et sur ces petites paillettes, en fait, nous, on vient déposer notre technologie, et notre cœur de savoir-faire, c'est déposer des assemblées de petites particules. Or, argent, on contrôle la taille, on contrôle la forme, on contrôle l'organisation. Et en contrôlant l'ensemble de ces paramètres-là, on est capable de contrôler la couleur de la petite paillette individuelle. Et ça nous a permis, voilà, de fil en aiguille de 2011 en 2019 et aujourd'hui en 2021, donc 10 ans plus tard, et bien à l'automne, on va lancer notre société, notre propre société. Moi, je vais me détacher un petit peu du CNRS pour lancer la société avec des collègues, avec des collaborateurs, où on va produire ces fameux pigments. On va essayer de colorer tout un tas de matières pour plein d'applications que ce soit. Ça va franchement, on est capable de colorer tout un tas de matières. On peut colorer des matériaux pour aller dans des vernis angles, dans des peintures auto, ou bien aller dans des produits cosmétiques, ou bien voilà, on a plein d'applications possibles, ou dans des papiers d'identité ou autres. On est capable de faire ça, je pense, initialement parce qu'il y a eu cette collaboration avec Marie, et justement parce que l'artiste nous a un peu donné une façon de voir les choses, nous a un peu éduqués, nous a un peu sollicité, poussé dans nos retranchements pour aller très très loin, et dans notre compréhension, dans notre façon de faire les choses. Et c'est quelque chose qu'on essaye de garder présent à l'esprit, c'est quelque chose qu'on veut développer. On essaye toujours de garder des liens avec le milieu artistique, justement, parce qu'il y a plein d'idées qui peuvent ressortir de l'exploitation de nos matériaux, de nos couleurs, des idées qu'on n'aurait pas forcément eues de prime abord. Et puis parce que les collaborations, les discussions sont toujours extrêmement fructueuses, donc c'est quelque chose qu'on essaye de développer, de pousser, de solliciter. On cherche des artistes qui ont envie de travailler avec des nouveaux matériaux, disons ça comme ça, en tout cas des matériaux un petit peu originaux, parce que de l'exploitation artistique, de l'utilisation artistique de ces choses-là, on en est persuadé, naîtront d'autres idées et potentiellement d'autres types d'applications. Mais voilà, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce partage. C'est très intéressant justement de voir comment une collaboration avec une artiste peut amener un jour à la création même enfin, pas à la création d'une entreprise, mais en tout cas à l'émergence de nouveaux protocoles de chimie. Ouais. Et c'est très étonnant. Et j'avais une question par rapport à ça qui surgit immédiatement. Est-ce que justement ces protocoles donc, de chimie qui émergent d'une collaboration avec un artiste peuvent être considérés en soi aussi comme un protocole artistique ou artistico-scientifique, ou quel sera justement le statut de l'artiste dans ce type d'interaction? Également, j'ai été très intéressée par l'expérience que vous avez réalisée avec l'ice tracking. D'ailleurs, Michel Paysan utilise cette technique depuis des années pour dessiner et de voir comment, finalement, selon notre parcours, on voit les images de manière totalement différente. Et d'ailleurs, Gaston Bachelard l'avait dit à sa manière que le scientifique ou le microscopiste voit d'une certaine manière ce qu'il sait déjà. Et je ne suis pas convaincue de cela totalement, puisque finalement, vous vous intéressez aussi au regard de l'artiste et en voyant cette expérience de manière scientifique, en l'occurrence. Ouais. Et donc, d'où ma question, est-ce que vous avez pensé à
à faire voir ces images également à des artistes et des artistes de différents horizons pour essayer de cerner un peu leur mouvement oculaire. Peut-être que le Alors, cerveau de l'artiste fonctionne un peu différemment que celui des autres exactement. individus. Voilà, je Exactement, dirais. exactement. Euh, non, on n'a pas eu l'occasion de montrer ces images-là, ou en tout cas d'examiner la réaction et la perception des images d'artistes. Non, on n'a pas eu l'occasion, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément. Parce que oui, oui, on est persuadé qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. On est sur une image de microscopie qui est totalement subjective, dont nous-mêmes, on initie le sens finalement. On va guider, nous, en tant qu'utilisateurs de la microscopie, en tant que personnes qui prenons les photos, je pense qu'on va guider la perception des images et la perception que peuvent en avoir les gens, de la façon dont on va sélectionner l'image. Je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, mais typiquement là, suivant l'image qu'on va sélectionner et qu'on va présenter à un public scientifique, la perception va être légèrement différente. Et finalement, ce choix-là, parmi ces quatre images-là, moi, je ne vais jamais présenter les quatre ou très rarement présenter les quatre. On va en présenter une euh, parce qu'on a des contraintes de plus en plus euh, strictes, voire rigides parfois. Il faut rentrer dans des cases, il faut rentabiliser les manuels de microscopie qui sont des choses qui coûtent cher. Et donc, on va aller droit au but et on va présenter l'image qui, selon nous ou selon le commanditaire de l'image, illustre le mieux la propriété choisie. Et ce ne sera pas forcément celle qui sera la plus pertinente. Donc, la façon de choisir une image est tout sauf anodine. Et derrière la machine, on est seul face, enfin, c'est nos yeux qui viennent guider finalement. Et c'est notre perception de l'image qui va guider l'image qu'on va prendre, le moment à laquelle on va figer l'image. Euh, donc, c'est tout sauf. C'est totalement arbitraire, cette prise d'image. Totalement arbitraire. Donc, oui, oui, il y a toute une perception de ces images-là qui est extrêmement intéressante, qui est à creuser, je pense. Ouais. Euh, on prend des vidéos maintenant, voilà, pour essayer de pallier un peu à ce biais-là, de faire des images arrêtées. Finalement, on prend des vidéos parce que le matériau peut évoluer, parce qu'on a une suite d'images comme ça, dans lesquelles on va pouvoir venir un petit peu choisir, un peu, on peut ressentir le matériau, on peut voir comment ce matériau va vivre sous notre objectif de microscope. Et c'est en le comprenant mieux qu'on arrivera à sélectionner les images qui l'illustreront le mieux. Donc, ouais, c'est une question extrêmement épineuse et extrêmement complexe. On n'est pas sur une technique d'analyse quantitative, on est vraiment sur du qualitatif, ce que disait Bachelard aussi. Oui. Et de là naît toute la difficulté de tirer des conclusions de ces images de microscopie. Une autre remarque peut-être par rapport à ce qu'on vient d'entendre et dont j'aimerais t'entendre peut-être avoir ton point de vue. C'est vrai qu'à l'époque du numérique, on a tendance à croire au fantasme de la disparition de la matière. Or là, on voit qu'il ne s'agit pas véritablement non pas de la disparition, mais de la libération de la matière. Or là, on voit qu'il est question plutôt d'un changement de regard sur la matière. Oui. Et donc, Ah oui, est-ce complètement, que... Oui, complètement. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ces clichés, là, ces images-là, on faisait les mêmes il y a quelques années de ça, sauf qu'on utilisait de l'argentique, enfin presque de l'argentique. En tout cas, on n'était pas sous format numérique. Donc, la sélection des images était encore plus drastique parce que typiquement, dans une cassette de négatif qu'on mettait dans notre microscope, il y avait 50 images. 50 images, ça devait faire la journée, grosso modo. Et puis à la fin de la journée, on allait développer nos photos, on passait ça dans des fixateurs, des révélateurs, etc., révélateurs, fixateurs plutôt, et puis on développait nos images. Mais ça induisait de fait un choix. Un choix parce que 50 images sur une journée, ça va très très vite. Si on disait ça aujourd'hui, à l'ère du numérique, comme tu disais, Guika, avec les caméras CCD qu'on utilise pour faire les images, on nous regarderait un petit peu comme des bêtes curieuses, quoi, si on devait se limiter à 50 photos par manip. C'est plus du tout d'actualité, effectivement. Et donc, il y avait un choix dans l'image. Je ne sais pas si ça allait dans le bon sens ou dans le mauvais sens, très sincèrement. De prime abord, on pourrait dire que ça n'allait pas forcément dans le bon sens parce qu'on se passait de plein d'images qui, vues a posteriori, pouvaient nous amener une autre compréhension. Mais finalement, je ne suis pas sûr que
ça n'allait pas dans le bon sens, dans l'idée où, comme on devait sélectionner, on devait essayer de mieux comprendre pour sélectionner. Alors, il y avait certes des biais parce qu'il y avait une sélection, mais il y avait peut-être une compréhension qui était un peu plus poussée des choses qu'on était en train de regarder, et de cette compréhension naissaient certainement des images avec un peu plus de sens, un peu plus de justesse en tout cas. Donc oui, il y a effectivement un changement de paradigme et de méthodologie, on va dire, à la fois d'acquisition d'images, à la fois d'analyse d'images, de compréhension de ce qu'on est en train de regarder, qui a été apporté par le passage numérique. Oui, et peut-on véritablement se libérer, entre guillemets, de la matière quand on voit les rythmes des atomes et des images que tu nous présentes, on s'aperçoit que non. Il n'y a Non, pas de... non, clairement pas, clairement pas, clairement pas. Clairement pas, c'est quelque chose qui se renouvelle thématiquement. Là, je vous montre des images arrêtées, mais on pourrait aussi bien montrer des petites vidéos avec des choses qui vivent sous notre faisceau de microscope parce qu'on va les solliciter, parce qu'on va les titiller, on va les chauffer, on va les solliciter. Donc tout ça bouge et tout ça est vivant. Et Ouais. non, clairement pas. Ouais. Même la matière inorganique, et justement, c'est là où le geste Oui. artistique peut contribuer à l'abolition, en quelque sorte, de ce fantasme de la dématérialisation, pour montrer autrement la matière à l'échelle Oui, de l'atome. oui, exactement. Comme oui, C'est tout bête ce qu'a fait Marie avec nous. Elle a mis de la oui, couleur sur les images. Et oui, ne serait-ce que le fait de mettre la couleur, ça a changé grandement notre perception des choses. oui. Et alors, Il y a une donc main ça, levée, je crois. oui. Moi, je ne vois pas les Tu vois pas? personnes. Bon. Je vois pas. Il faut que je remette. Oui, il y a une main levée. Oui, Qui- oui, j'avais une question à vous poser, Jérôme Magimel. C'était par Oui, rapport à la notion de psychophysiologie de la perception. Je voulais savoir si vous étiez intéressé à cela, parce que il y avait dans les années 70 un chercheur qui s'appelle Molnar, François Molnar, qui donc a développé et étendu la notion, enfin en tout cas à travers une relation critique à cette notion, la notion de Gestalt, qui finalement pose la question de la différenciation entre l'effet local de stimulation et un effet global qui serait influencé par la mhm, tonalité du champ perceptif. Et donc, mhm. je voulais savoir par rapport aux objets que vous créez avec l'artiste, justement, comment est-ce que vous arrivez, via ces images qui finalement sont des images perceptives et qui entraînent peut-être donc un processus justement de relation à la perception, comment est-ce que vous arrivez à faire passer une forme de perception sensitive à travers ces objets qui finalement vont être des objets portables, que ce soit le parfum ou un bijou. Euh, euh, Comment vous avez arrivé à dépasser finalement la technologie, Mhm. ce qui permettrait justement d'aboutir à ce que Molnar appelait le stimulus physique, entraîné par une réflexion sur la psychophysiologie de la perception et par rapport aux objets qu'on regarde. Ça pouvait être des œuvres d'art, hein, ou des objets aussi. Et là, je vois à travers les éléments d'analyse que vous avez montrés, ces photographies, là, finalement, on, on, a une machine qui isole ces zones. Et la rétine, elle voit un tout, mais elle isole aussi des zones, mais elle voit différemment que ce que la machine analyse. Et donc, je voulais savoir comment vous arriviez à faire la part des choses entre les différentes perceptions. Difficilement, très difficilement. Et c'est là où je pense se situe un peu la difficulté de cette microscopie. Euh, Parce que même l'image que vous voyez à l'écran, elle est sortie de son contexte. Il y a tout un cadre qui va autour. Elle est zoomée, cette image-là. Donc, j'ai volontairement, moi, déjà en présentant cette image-là, exclu toute une zone de l'image qui était peut-être aussi tout aussi intéressante que celle-là. Donc, très, très, très difficile de dissocier les deux, effectivement. On est
il y a la question effectivement de l'unité et de l'ensemble. Là, on vous présente en microscopie, on voit l'unité, on voit la particule qui fait que peut-être de façon totalement groupée, macroscopique, il va y avoir certaines propriétés. Et nous, tout notre job à nous, scientifiques, c'est d'arriver à comprendre à l'échelle microscopique, donc de l'unité, le comportement macroscopique de l'ensemble. Il y a il y a des raccourcis qui sont forcément faits pour passer de l'un à l'autre. La façon scientifique qu'on essaie de mettre en œuvre pour essayer de produire le moins de biais d'interprétation possible, c'est de passer successivement par des techniques ou de regarder, d'examiner, pas de regarder plutôt, mais d'observer de façon macroscopique ces échantillons avec d'autres types de techniques qui vont nous donner la propriété du tout et non pas la propriété de l'objet unique. Et c'est en essayant de relier les deux qu'on essaye, je répète, deux fois le même essai, deux fois le verbe essayer dans la même phrase, mais c'est réellement ça, c'est complexe, le fait de passer de l'unité de l'objet unique à la propriété d'ensemble. Donc c'est très très complexe. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive excessivement bien. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive excessivement bien. Mais on essaye de développer des outils de caractérisation. Il y a eu un mot à la mode là depuis quelques années qui s'appelait la caractérisation multi-échelle. Donc on essaye de passer par plusieurs échelles d'observation pour essayer de comprendre comment est-ce que ce petit objet, c'est un peu l'effet papillon finalement qu'on va regarder là, comment est-ce que typiquement un changement de forme de cet objet à l'échelle atomique, quasiment atomique, va produire un changement de propriété macroscopique. Par exemple, des couleurs, je vous montrais tout à l'heure les couleurs, typiquement si je reviens sur cette photo-là, ici, vous avez un triangle. Là. Mais un super joli triangle, avec les pointes bien fines, bien encore plus pointues que celle-ci. Progressivement, quand ce triangle, pour une raison X ou Y, va se faire attaquer chimiquement, les pointes ne vont plus être des pointes, mais elles vont s'arrondir très légèrement. Elles vont s'arrondir sur quelques nanomètres. Ce changement de taille à l'échelle de quelques nanomètres va produire un changement de couleur et on va transiter du bleu au vert. Donc on a ce que j'appelle l'effet papillon avec mes termes à moi, mais on a un changement à l'échelle atomique, nanométrique, qui va provoquer un changement de propriété à l'échelle macroscopique. Et pour arriver à comprendre ce passage-là, c'est parfois extrêmement compliqué. Donc ça, c'était le premier élément de réponse que je pouvais vous apporter. Et puis après, vous parliez effectivement de ces objets, de ces bijoux qu'on fabrique. On a la chance de travailler avec de l'or, travailler avec de l'argent, et ces deux métaux-là, il y a quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif. On parle d'or, ça parle de suite aux gens. Pratiquement parlant, ces bijoux qu'on a fabriqués, dans un premier temps, les personnes les plus intéressées par ces bijoux-là, c'était le CNRS. Absolument pas pour des besoins de bijouterie scientifique, mais pour des besoins de portabilité de son discours, pour des besoins de vulgarisation. On a fait pas mal de fêtes de la science et autres, salons, etc., où pour parler des nanoméos, donc la petite chose qui donnait la couleur de ce bijou-là, on exposait d'abord les bijoux, on captivait l'attention des gens par le macroscopique, par le bijou, par la propriété de couleur en l'occurrence, et de fil en aiguille, on remontait à ce qui donnait lieu à cette couleur-là, et on parlait de nanomatériaux, et on pouvait ouvrir le discours sur le nano, sur le côté bien, pas bien du nano, sur le côté métaux précieux, etc. etc. Et cette propriété-là, mais je pense que c'est essentiellement du fait de la présence de l'or, parce que l'or, c'est quand même quelque chose qui il y a un effet waouh autour de l'or. Et donc, ça permettait de lier un discours très, très facilement avec le public et de fil en aiguille, de retourner aux sources de la couleur et à la nanoparticule et aux nanomatériaux. Donc, on a eu cette chance-là de travailler avec ces métaux-là. On aurait travaillé avec du fer. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu le même succès qu'avec ces objets-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais… Oui, merci beaucoup pour Ici, on la réponse complète. Je vois qu'il y a une autre question. Anatolie Vlasov, qui est également artiste et qui s'impatiente, donc on peut lui laisser la parole. Ah, je m'impatiente énormément. Oui. Merci beaucoup pour cette patience et exposition passionnelle. Alors, ma question est plutôt de l'ordre politique, je dirais, ou entre parenthèses, je ne sais pas, mais en tout cas, ou plutôt du côté du développement personnel peut-être, c'est qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous a motivé de passer d'un scientifique vers un entrepreneur?
si j'ai bien compris. Ouais, Et exactement. est-ce que c'est votre façon de devenir artiste, peut-être, dans le sens que vous allez créer votre produit ou entreprise, ou, voilà. Mais plus précisément, ce qui m'intéresse là-dedans, voilà, c'est les motivations de passer de la recherche, d'une institution, parce que j'imagine que ce n'est pas vraiment la question d'argent, parce que le CNRS, ça paye bien, sûrement. Là, on s'éloigne du nanomonde. Ouais. Mais Non, mais pas tant que ça, pas tant que non, ça, non, pas non, non, tant que non, ça. non, je suis pas d'accord. Pas Je tant que pense ça, ouais. on relie le nanomonde d'abord à une monde d'humain à l'échelle Oui, 1-1, oui, et puis oui. à macromonde. Voilà. C'est bien ce Ouais, que je ouais, dis. ouais. Voilà, voilà. Mais donc, Mais voilà, donc c'était vos il y a- motivations, en fait. Ouais. ouais. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Comme dans toute chose, hein, il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Euh, Au début, j'aurais tendance à dire il y a l'envie de ne pas rentrer dans des cases ou de pas rentrer dans une case. On nous rentre de plus en plus dans des cases. Il faut remplir, il faut cocher des cases. Sur ce côté scientifique, j'entends, qui bride, je pense, la science fondamentale et même appliquée. Je suis persuadé que si on fait perdre, ou en tout cas si on ne sollicite pas l'imagination des chercheurs, on va au-devant de choses pas forcément sympathiques au niveau de la science. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. On brime un petit peu ce côté imaginaire pour entrer dans des cases et pour répondre à des problématiques très, très concrètes, on va dire. Et je pense que c'est dans un premier temps, c'est ça qui m'a poussé à aller plus loin. C'est un peu ce côté imaginaire, ce côté un peu rêveur finalement, qu'on a besoin de retrouver, je pense, pour mener à bien nos recherches. Et la collaboration avec Marie-Mino m'a permis ça. Donc ça, il y a eu ce premier un peu, ça a été un peu un révélateur, cette collaboration, ce côté collaboration avec l'artiste qui dépassait les choses et qui m'a donné envie d'aller plus loin, en fait, finalement. Ça, c'était, on va dire, la première brique. Après, les bijoux que vous voyez à l'écran, c'est encore moi qui les fabrique avec mes petites mains. Donc, il y a aussi ce côté, ce besoin très certainement de produire quelque chose sur du court terme. La science, on va plutôt sur du moyen, voire du long terme. Et ce besoin de concret, je pense, a été le moteur vraiment de cette envie de créer quelque chose avec des échéances à court terme ou des échéances appliquées, des choses un peu plus concrètes peut-être. Je pense que c'est ça qui m'a motivé dans un premier temps. Euh, et puis après, quand on met le doigt dans l'engrenage, je pense qu'il est assez difficile de s'en sortir. Donc, c'est pas notre métier, on n'est pas fait pour ça, je pense. Même si on essaie de nous faire croire le contraire, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas équipé pour. On ne raisonne pas de la bonne façon, je pense. Donc, il y a tout un processus, un rite initiative finalement à suivre. C'est 2011 la collaboration avec Marie, on est en 2021, on n'a toujours pas créé la société. J'ai trouvé urgent de prendre mon temps, en fait, dans ce projet-là. Et je pense que c'est le temps, finalement, qui m'a amené certaines certitudes, ou en tout cas qui a renforcé certaines certitudes et certaines envies de passer du côté entrepreneuriat par rapport au côté scientifique. C'est encore difficile à lâcher de temps en temps, euh, mais, euh, mais c'est sympathique, cette aventure est sympathique. Je retiens l'urgence de prendre son temps. Attends, ouais, ouais. Est-ce que tu penses justement que cette notion de temporalité, elle prend différents sens, justement, Oui, pour un artiste ou pour un oui, scientifique? exactement. Et, Mais ouais, exactement. Ouais, il y a cette temporalité, c'est quelque chose. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué de la collaboration que j'ai eue avec Marie, c'est-à-dire qu'une photo que je faisais moi le matin, le soir, elle devait être interprétée. Marie prenait son temps pour aller plus loin. Prenait la photo, la posait, la regardait le lendemain, la regardait le surlendemain, puis une semaine après, etc., etc., etc. Et je pense que cette temporalité qui parfois peut être reliée à des contraintes finalement qu'on nous impose. Mais cette temporalité, oui, m'a fait réagir, je pense, ouais, clairement, clairement. Cette différence de temporalité, cette différence de perception du couple des choses. et oui, et en attendant peut-être d'autres questions, j'avais envie de- d'interroger justement sur ces termes en commun
entre l'art et la science, comme la temporalité, mais ce sont des termes effectivement qui ont des significations différentes. Donc justement, la symétrie et l'asymétrie que tu as exploré avec cet artiste, mais aussi la régularité, l'irrégularité, la différence et la répétition, etc., l'ordre, le désordre, l'exemple, les fréquences. C'est ça, exactement. Voilà, donc justement, on peut bâtir plusieurs collaborations autour de ce langage. Énormément, parce que après, chacun a son propre langage, ça c'est certain, mais oui, il y a des éléments il y a des éléments en commun qui sont assez troublants parfois. La plasticité va avoir des sens mais radicalement différents suivant la... Et oui, là, je vois quelqu'un qui est connecté, qui est Mark Williams, je pense, il veut se manifester. Lui, il explore justement la notion de plasticité en art et en sciences. Voilà, et c'est quelque chose d'extrêmement riche, effectivement, ces parallèles, ces ponts qu'on peut jeter entre des termes qui peuvent paraître similaires et qui ont des significations totalement différentes. Et même à l'intérieur de certaines disciplines scientifiques, on va avoir des significations différentes. Donc, il y a le motif, la symétrie, l'ordre. Il y a pas mal de choses, effectivement, sur lesquelles on pourrait prendre son temps, justement. On pourrait prendre le temps d'examiner, de regarder, ça pourrait être extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a un terme en particulier qui te suit dans ton parcours de scientifique et qui va continuer à te pourchasser en tant qu'entrepreneur? Un terme, je ne sais pas. Écoute, j'aime bien à dire que moi, je suis physicien de formation et chimiste par nécessité parce que pour les besoins par le biais des concours CNRS, je me suis retrouvé dans un labo de chimie en ayant très peu étudié la chimie dans mon cursus. Donc, il a fallu, par le biais du microscope, qui était l'élément qui liait la physique et la chimie, en tout cas dans mon parcours à moi, passer d'un profil de physicien, mais alors physicien théorique en plus, à un physique de la matière, plus progressivement, où j'étudiais justement la plasticité, mais dans des métaux et des alliages, voilà, dans mon terme à moi. Et puis, je pense que c'est cette richesse-là. Donc, s'il y avait un terme peut-être pour répondre à ta question, je pense que la remise en question, ça c'est pas mal ça. Se remettre en question, c'est pas mal. C'est ce que je fais depuis plusieurs années. C'est fatigant, c'est épuisant, c'est pas du tout valorisé, mais c'est très valorisant. Donc, j'aime bien ça, peut-être ça, la remise en question. Justement, là, il est temps peut-être d'une ou deux dernières questions, parce que je vois que nous avançons dans le temps. Oui, moi j'ai une question. Oui. Vous m'entendez? Oui. Super. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces belles paroles. C'est très intéressant. Et je me demandais, du coup, quand vous avez... je ne sais pas qui a initié la collaboration avec Marie Minot, mais comment était, du coup, votre approche aux artistes avec un grand A avant la collaboration, et puis après, évidemment, on a un peu entendu, mais pour comprendre un peu ce basculement, peut-être. Bien sûr. C'est une personne tierce, en fait, qui nous a présenté et qui avait la force et le courage d'animer une asso qui mettait en relation, parce qu'elle avait, je pense, compris pas mal de choses dans tout le monde, qui mettait en relation artistes et scientifiques. Et donc, voilà, certains besoins, certaines aspirations d'artistes lui venaient à l'oreille, et du coup, elle essayait de retrouver dans des laboratoires, par le biais de fêtes de la science ou autres, des gens qui semblaient un peu décalés et qui pouvaient répondre positivement à ces questionnements-là, à ces envies-là. Et donc, voilà, c'est comme ça, par le biais d'une tierce personne, qu'on s'est rencontrés. Et alors, très sincèrement, je n'avais pas d'a priori, je n'avais pas d'idée préconçue par rapport aux artistes avec un grand A. Non, curieux. Voilà, encore une fois, la remise en question, c'était, j'ai très sincèrement pensé que ça pouvait apporter des choses, ou en tout cas, même si ça n'apportait rien d'un point de vue terre à terre, comptable, je ne sais pas quel terme utiliser, mais en tout cas factuel. Il y avait une superbe expérience qui pouvait être à l'origine de ça. Donc, voilà, j'y suis allé sans aucune appréhension, sans aucune compréhension non plus du monde de Marie, et je pense qu'elle n'avait aucune compréhension du mien non plus. Et ça s'est fait comme ça s'est fait naturellement, j'aurais tendance à dire. Mais c'est quelque chose que je referai volontiers par contre aujourd'hui, et que j'ai envie de refaire volontiers, et que même encore une fois, dans le cadre de l'entreprise qu'on développe,
qu'on va essayer de pousser parce qu'on est vraiment, pour le coup, avec l'expérience qu'on a vue, ou la petite expérience que j'ai eue via ces collaborations-là, je pense qu'il y a pas mal de choses à en retirer. Donc, ce sont deux mondes absolument qui peuvent sembler absolument distants et différents et qui, en fait, c'est le point commun. Donc, ouais, c'est extrêmement enrichissant. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que nous arrivons à la fin de cette séance, à moins que quelqu'un souhaite poser une dernière question à Jérôme Magimel. Marc William, oui, excusez-moi, je suis sur deux réunions à la fois, c'est extrêmement compliqué pour moi. Donc, j'ai juste entendu vaguement le mot plasticité à un moment donné, et donc évidemment, ça m'a parlé. Je pense que c'est un exemple, effectivement, que vous présentez, qui est justement vraiment à cheval entre l'art et la science, même si la partie artistique n'est pas flagrante là, mais je pense que dans votre démarche, en fait, c'est la démarche, c'est l'attitude, en fait, et qui va dans ce sens-là. Et le croisement des disciplines est fondamental, en fait. Je crois que vous l'avez perçu, et c'est très bien, parce que en tant que scientifique, c'est vrai qu'on peut rester complètement en fait, sur sa discipline et ne pas forcément chercher à dépasser et à prendre le temps de le faire comme vous le faites, parce que je pense qu'effectivement, une année, par exemple, de césure, aujourd'hui très fréquemment utilisée par les étudiants, est une excellente chose dans son cursus, parce qu'en réalité, on se pose et ça permet d'avancer. Quant à la plasticité elle-même, c'est pas une métaphore. Hein. La neuroplasticité, c'est pas une métaphore. C'est un observable avec effectivement, mais on peut aller au-delà de cet observable, et c'est ce que j'ai essayé de faire, parce qu'effectivement derrière il y a un véritable concept qui se développe et qui touche l'ensemble des disciplines, et l'art bien sûr, mais pas seulement. En fait, c'est vraiment je pense que c'est une transdiscipline, c'est-à-dire en fait ce qui permet de traverser et d'aller au-delà des disciplines. Donc, regardez tous ensemble dans une même voie, et je pense qu'en prenant ces chemins de traverse, vous allez vous risquez justement vous-même de dépasser vos attentes et peut-être de nous faire découvrir de nouvelles choses dans ce domaine. Mais complètement, complètement. Alors, juste une précision, dans mon cas, moi, la plasticité, c'était plus la déformation des métaux et des alliages. Ah oui, c'est donc au sens des matériaux. J'ai étudié, voilà, au sens du matériau. Ouais. Non, mais alors là, je partage intégralement ce que vous venez de dire. Voilà, je n'ai rien à rajouter parce que oui, je partage tout à fait ce que vous dites. Tout à fait. Merci. Merci pour ce mot de la fin, donc sur la plasticité. Je propose donc de clore cette séance qui a été passionnante. Donc, on va continuer à vous suivre à travers le site d'UGL. Belle continuation, belle exploration artistico-scientifique, et j'espère à très bientôt pour de nouveaux échanges. Ouais, à très bientôt et merci beaucoup encore une fois. Belle semaine à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup.